Je me prénomme Roussel Henry, j'habite à Melun, une commune de canton de Saint-James, et j'ai en mémoire, par exemple, en 1939, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Donc, qu'est-ce qui me reste de souvenirs? J'ai oublié de vous dire que je suis né en 1933, donc la déclaration de guerre, évidemment, j'étais encore un enfant. Donc, pour moi, la déclaration de guerre, c'était le tocsin à l'église qui a sonné. Tout le monde se demandait pourquoi que ça sonnait ainsi. Et les parents nous ont dit, c'est un grand malheur, on va avoir la guerre. Donc, c'était à peu près ce qu'il y avait à l'époque, que je me souviens. Ensuite, peu de temps après cette déclaration de guerre, les convois allemands sont arrivés assez rapidement. Et je me rappelle du convoi allemand en particulier, il y avait un char qui s'était approché trop près d'un fossé et il est resté embourbé dans le fossé. Donc la perturbation du convoi a été arrêtée, c'est-à-dire qu'il a fallu des engins pour enlever le char du ruisseau. Et ça a duré une bonne matinée pour repartir, disons. À ce moment-là, je me rappelle aussi du passage des avions. Les avions allemands faisaient très peur parce que tout l'avant de la carlingue était comme un requin avec des dents. J'avais un brassard. Ouais. Et puis le petit document papier aussi Oui, qui vous autorisait à sortir. à passer, parce que comme je travaillais à la mairie à l'époque, alors on m'avait donné ça. Il m'a dit, si vous voulez bien, ben, je dis, bon, je veux bien, il faut que ce soit quelqu'un qui aille. Et on avait, parce on a toujours d'ailleurs une grande maison à Saint-James, et il y avait 4 chambres, et 8 pièces. Elle avait cette maison, elle a toujours d'ailleurs les 8 pièces. Et il y en a 3 qui étaient réservées pour les réfugiés, parce que je vivais avec une tante à Saint-James. Et à l'époque, ben, j'avais 22, 23 ans. Oui, 20 ans. Et elle était la première à dire, surtout s'ils ont besoin de quelque chose, tu m'appelles, je me coucherai plus tard, mais oh, elle avait 70 ans, je crois, à l'époque, mais pour les réfugiés, elle aurait fait n'importe quoi. Donc c'était des personnes qui venaient d'où? Du nord, Du nord de la France, du nord du département? du nord de la France. Il y en a qui venaient de Los, je sais pas, Los-les-Lilles, ça s'appelait. Et nous sommes restés d'ailleurs en relation assez longtemps avec ces personnes-là. Oh, il y en avait qui avaient pas des petits bébés, mais des petits enfants de 2 ans, 3 ans. Et alors un jour, nous avions donc les réfugiés qui occupaient une chambre avec les petits. Et puis les Allemands sont venus, comme on était à côté de leur centre, en somme, puisqu'ils étaient, ce qu'est la mairie maintenant, au château, en nous disant il faudrait que vous logiez immédiatement 2 Allemands. Ah ben, je leur ai carrément dit, eh ben, oui, peut-être, mais nous avons d'autres personnes que nous connaissons bien, parce qu'il fallait décliner leur... On ne les connaissait pas, remarquez, mais pour les Allemands, il fallait dire qu'on les connaissait bien. Alors, on peut vous mettre une chambre si vous voulez, mais on espère que ça va être tranquille, s'il y a des enfants qui ne vont pas crier. Oh non, non, les enfants ne crieront pas. Et ils sont venus 2 nuits. Les enfants n'ont rien dit, n'ont jamais crié quoi que ce soit, et les Allemands couchaient dans la chambre à côté. Ah oui, ah ça je me souviens de ça. C'est nous qui n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là, parce qu'on avait peur que les uns ou les autres se réveillent. Alors on a couché les Allemands et les réfugiés en même temps, pas dans les mêmes chambres, mais à côté les uns des autres, et avec des enfants. Ben, quand on a pris le couvre-feu, il fallait pas sortir parce qu'on risquait d'aller à la commandanture. On avait soin de t'enlever avant, hein, parce que c'était assez sérieux. Et du coup, comment se passaient vos soirées? Ah, ben, la lumière, ben, c'était de la petite lumière qu'on avait à ce moment-là, parce que
c'était le pétrole. Alors, fallait mettre un rideau à la fenêtre pour ne pas que la clarté se voit de trop. Et comme c'était des petites clartés, parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Hein, pour Villiers-le-Pré, un petit, ce qui n'est pas très beau, une petite anecdote, un monsieur qui, soi-disant, il faisait de la résistance, il avait voulu, au bourg d'Argouges, mitraille avec son fusil, il avait voulu taper sur des, comment on appelait ça, les motos jumelées, là, des sidecars. Et puis, alors, les chefs ils sont revenus à la commandature, qui était stationnée à l'école libre, à l'Immaculée. Ça, vous l'avez peut-être dit aussi. Les Allemands étaient à l'Immaculée, qui s'étaient appropriés de tous les bâtiments. Et puis, ils ont dit qu'il avait été attaqué, qu'il y avait eu des coups de fusil sur la route d'entre Saint-Jean-Margouges. Mais manque de peau, ils se sont arrêtés ici à la Chaudière, alors que le coup avait été fait à Argouges. Et voilà, tous les hommes du village mis en joue là par les Allemands, prêts à être fusillés. Hein. Et puis il y a une personne qui a dû arriver, il dit non, c'est pas ici, c'est plus loin. C'est un Allemand qui est arrivé, il dit c'est pas là, c'est au village suivant. Et sans ça, les habitants, il y avait le père Saudré, le père Roussel, le père Poisson, le père tous les anciens monsieur qui étaient susceptibles les jeunes, ils n'avaient plus, ils étaient tout partis ou camouflés. Eh bien, ils ont été mis en joue par les Allemands. Par une connerie d'un autre homme. Mes parents avaient un poste radio qui a été réquisitionné, il fallait l'emmener à la mairie. Les carabines, pour ceux qui avaient des fusils, il fallait les emmener également à la mairie. Et un jour, ils ont décidé, les Allemands, d'enlever les voitures aussi, pour ceux qui en avaient. Mon père en possédait une, et là, ça a été un petit peu folklore, parce que il y avait plus d'essence déjà, c'était dans peut-être les années 43 déjà, et il y avait un camion allemand qui tractait, on s'était amusé, nous les gosses, à les compter, il y avait 19 voitures qui étaient enchaînées les unes aux autres et qui montaient vers Saint-James. Et l'anecdote qu'on peut encore raconter aujourd'hui, c'est qu'un Allemand avait dit à mon père comme ça, de toute façon, il parlait un peu le français, on ramènera votre voiture. Mon père, il a haussé les épaules en disant oui, il me dit ça, mais je ne la reverrai jamais sûrement. Déjà, mon père avait enlevé de l'huile du pont arrière parce qu'il avait pensé que si jamais il se servait de la voiture, il irait pas loin. Effectivement, ils ont pris la voiture, ils sont partis. Est-ce qu'ils l'ont roulé avec? Ça, on ne le saura pas, évidemment. Mais 3 semaines à peu près, après l'enlèvement, un camion est arrivé avec la voiture dans le camion et qui ramenait la voiture comme il avait dit. Alors la voiture est rentrée au garage à nouveau, elle ne marchait pas, évidemment, c'était bloqué à l'arrière, donc il avait dû quand même essayer de faire quelque chose. Enfin, on avait récupéré notre voiture. Je ne sais pas si toutes les voitures avaient été redistribuées, mais ça m'étonne. Hein. Je crois qu'ils ramenaient celles qui ne voulaient pas démarrer, quoi. Alors oui, la réquisition des chevaux. Alors, ils réquisitionnaient tous les chevaux. Et on avait valide, quoi. Et on avait un vétérinaire qui s'appelait Monsieur 40, qu'on connaissait très bien. Et alors, lui, il était formidable parce que il s'arrangeait pour que les chevaux restent. Alors, en principe, les juments qui étaient enceintes, quoi, si on peut dire, elles ne partaient pas, elles restaient. Eh bien, il en a trouvé, je ne sais pas combien, qui étaient enceintes. Alors, oui, alors il y en a quand même eu de réquisitionnés et il fallait les emmener au Potobo, à la gare du Potobo, dans des wagons pour bestiaux. Et alors, ce qu'il y avait dans ce wagon-là, il y avait un wagon, ça a été fait une année. Je ne sais pas après comment ils se sont débrouillés. Dans les wagons, il y a 2 portes. Une porte qui donne sur un côté et une autre porte au dehors. Alors les chevaux entraient par une porte, l'autre porte était ouverte et ils s'en allaient. Alors ils s'en allaient à travers champs. Alors il y en a qui réussissaient à les rattraper, enfin, il y en a même, et pareil, qui sont revenus presque chez eux. C'est drôle l'instinct quand même. Et alors il disait à chaque fois, quand il avait ses juments, il disait...
Non, elle est enceinte, celle-là. Pas enceinte, je ne sais plus quel mot il employait pour les chevaux. Non, 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 elle va avoir bientôt un poulet. Non, 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 pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Et pendant ce temps-là, ça défilait, ça défilait. Si bien qu'il n'y a pas eu tellement, tellement de chevaux à partir. Les Allemands étaient éparpillés dans les fermes. On a donc subi l'occupation allemande. Ils étaient, dans les fermes, on les nourrissait. Ils étaient avides de pommes de terre, de tout ce qu'on pouvait avoir. Ils étaient donc répartis dans les fermes autour de la bourgade. Et je me souviens bien qu'il y en avait chez mes parents. On ne les a pas eus très longtemps. Après, ils sont partis plus loin. Bon, cette période-là, évidemment, a été la période d'occupation, était la période de privation, puisqu'on était soumis aux cartes alimentaires. Et il y avait encore à l'époque une petite épicerie dans le bourg où on allait avec nos cartes et on avait très peu de chocolat, très peu de sucre, plus de café. Il fallait vivre en autarcie avec les moyens du bord. Dans les fermes, on n'en a pas trop souffert, puisqu'on avait quand même des animaux, les volailles, et on se nourrissait quand même à peu près bien. Le pain, par contre, était du pain bis, que les boulangers de Saint-Jean et Saint-Aubin nous approvisionnaient. Question de textile, par exemple, il fallait teindre. Je me souviens très bien avoir un moment vu teindre des vieux draps, quelque chose, pour arriver à nous faire une jupe. Et les chaussures, c'était pareil. On se chaussait avec des chaussures en semelle de bois qui étaient fabriquées dans la région. On ne distribuait rien, on ne distribuait que les cartes d'alimentation. Tous les mois, d'abord, la carte en elle-même n'était donnée qu'une fois pour le temps des rationnements, quoi. Mais à l'intérieur de cette carte, il y avait des feuilles. Alors, il y avait la feuille de pain, la feuille pour la boucherie, la feuille pour tout le ravitaillement. Et puis, il y avait aussi la carte de vêtements. Pour les vêtements, la carte de chaussures. Et alors, c'était par catégorie. E, c'était pour les petits-enfants jusqu'à 2 ans. J1, J2, J3, c'était pour les plus grands. A, c'était pour les adultes. T, c'était pour les travailleurs. C, pour les cultivateurs. Et V, pour les vieillards, à partir de 70 ans. Et alors, on remettait tous les mois, on nous donnait une feuille à mettre à l'intérieur de cette carte-là. Et avec ça, j'allais chez le commerçant où il voulait pour... Alors, il y en a qui rouspétaient, naturellement, c'est pas de notre faute. Enfin, on encaissait, puis c'est tout. Et il y avait une famille, par contre, une famille très nombreuse à Saint-James. Il y avait ils étaient 12 enfants. On leur disait, écoutez, laissez-nous les cartes d'alimentation, parce que le temps qu'on puisse installer tout ce qu'il fallait à l'intérieur de la carte. Les gens attendaient dehors, quelquefois, pas dehors, mais à l'intérieur. Il y a le hall de l'ancienne mairie, là. Ils étaient obligés d'attendre quelquefois très longtemps. Il y en a qui s'impatientaient, il y en a... Je vous assure, c'était pas tout repos. On a eu du rationnement, c'est-à-dire qu'on avait du pain, presque, on va dire, avec des tickets, parce que moi j'étais J3, alors à chaque fois qu'on achetait un pain, on enlevait des tickets. Et quand il n'y avait plus de tickets sur la carte, on n'avait plus de pain. Alors le pain était donc chargé de son, il était gris, très gris, un petit peu un goût de sucre, mais c'était encore pas trop désagréable. Par contre, on attrapait des boutons qui faisaient que c'était la gale. Donc la gale, ça fait un petit peu comme si vous étiez piqué par des moustiques. Alors, suite à ça aussi, il faut savoir que Saint-Georges-de-Raintembault, une commune à proximité d'Amelin, là, le jour de la communion, ils faisaient du pain blanc, eux. Les Allemands autorisaient du pain blanc le jour de la communion, et particulièrement en Bretagne. Pourquoi? Parce que la Bretagne avait un statut qui n'était pas celui
de l'ensemble de la France. Ils ont été, disons, au début un peu privilégiés. Donc on avait quand même du pain blanc de temps en temps, le jour de la communion, c'est-à-dire une fois par an. Un jour, on a dit que c'était Rommel. Ça, je ne sais pas. Je le dirai jamais parce que on n'était pas sûr de l'identité de cette personne. Alors, les Allemands, il y avait tout un défilé, il y avait tout un groupe d'Allemands, et Hitler, enfin tout ça, criant à Hitler et tout. Et en face, le château, il y avait un grand tennis, un beau tennis. Et ils l'ont porté sur une, comme on peut faire pour des gens très importants, à plusieurs Allemands, et tout le monde en chantant, à Hitler, enfin et tout. Et on a supposé que c'était Rommel qui était venu. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils avaient eu de la chance parce qu'ils avaient vu un grand dirigeant allemand. Mais ça, je n'ai jamais dit non parce que... Et alors, nous étions montés dans le grenier parce qu'au-dessus des chambres, nous avons un grand grenier qui fait la grandeur des chambres. Et alors, comme ils ne regardaient jamais si c'était fermé, de notre chambre, on voyait un peu tout ce qui se passait. Et ils n'ont jamais eu l'idée d'aller monter dans le grenier. La résistance commençait déjà à s'organiser. Plutôt dans les pays, Hamelin ne bougeait pas trop. Il y avait un résistant qui était bien connu, c'était un instituteur de Saint-Martin-de-Landelle qui malheureusement a été fusillé par les Allemands parce que quand ils l'ont pris, il avait fait dérailler un train en gare d'Avranches. Et là, ça a été pour lui malheureusement la fin. On a été amené aussi à peindre dans les cuisines et dans les magasins pour ceux qui avaient de la lumière, parce que l'électricité ne faisait que d'arriver dans certaines régions. On était forcé de peindre les carreaux des fenêtres en bleu. Ça s'appelait la défense passive, parce que les avions allemands qui survolaient l'espace aérien ne voulaient pas voir des lumières parce que pour eux c'était un signe que peut-être que c'était l'ennemi déjà pour eux qui était par là. Donc pour éviter ça, il fallait obligatoirement mettre des vitres en bleu. Si vous aviez une bicyclette à l'époque, il fallait mettre sur le garde-boue arrière une peinture blanche. C'était un genre de catagiope à l'époque. Il fallait que ce soit comme ça. La guerre, maintenant, forcément qu'on l'a subie. Il y avait le couvre-feu et tout ça. Alors, tout près de Saint-Ham, on voyait souvent les Allemands qui faisaient de la marche à pied et tout ça. On les voyait. Bon, 2 jours avant que les Américains passent à Saint-Ham, il y a eu tout un détachement qui est venu se réfugier dans le plan de pommier de l'autre côté de la route de la maison. Quand t'es pas fier, les avions qui survolaient, on entendait des bombes qui tombaient sur Avranches, un peu partout. Et puis alors, ils ont décidé de partir à la nuit tombée. Ils sont partis, et puis 2 jours après, les Américains qui sont arrivés. Puis alors, comme ils passaient pas chez nous, on a décidé, avec d'autres comme ça, d'aller les voir. Alors, on a été là auprès où est le Crédit Agricole maintenant, vers le passage français. Et puis alors, bon, tout d'un coup, il y a un char allemand qui est passé à travers les Allemands, parce que les Allemands, ils venaient d'Avranches, les Américains venaient d'Avranches, et ils prenaient la route d'Entrain. Or, le tank allemand qui a passé, qui venait de tuer Pontorson, en direction de Saint-Hilaire de Arcueil-Mortain, pour aller dans la poche de Mortain, qu'il y a eu après. Alors, quand je suis redescendu, moi, après, tout allait bien. Puis, les jours d'après, comme il y avait eu, que je ne savais pas, mais il y avait eu un tank qui avait été intercepté tout près de chez nous. Alors, avec des voisins, on s'est décidé d'aller faire un tour dans le tank. Alors, il y a quelqu'un qui est passé en vélo, qui a vu que ça furetait dans le tank, là, qui était rangé dans le champ. Alors, il a été à la commandanture. Alors là, les Américains qui arrivent, fouiller, puis alors, on n'était pas fiers du tout. Alors, il y en a un qui disait, c'est moi Auguste, alors ils m'ont tiré une balle, il a reçu la balle dans le poignet,
Alors, moi, j'ai rien eu, mais on a eu une trouille énorme parce qu'on pouvait très bien être descendu. Et voilà. Bien, ben on entendait les avions passer, et puis juste, il a eu un parachutiste qui est tombé pas loin de la maison, donc ben nous on a galopé, on était tout gamins, que voulez-vous, c'était normal. Et puis on le voit comment on appelle ça, déployer, là, comment, étendre son parachute, ça, il était tout blanc, il était, oh, c'est pas comme ça fait... Et puis hop, ça y est, et ben, il a commencé à se défaire là, les chaussures, tout ça, on était tous autour, on regardait, nous on avait des grands yeux pour voir comme. Et puis de cette affaire, on ne sait pas s'il nous a dit, s'il nous l'a donné ou s'il nous l'a laissé, enfin, on l'a emporté, je pense qu'il a dû nous dire, c'est pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait avec? La couturière, quand elle était venue, ben, on lui a fait faire des chemisiers, et puis des barboteuses pour les aînés de chez nous, dont les 2 garçons qu'il y avait. Oui, ben, c'était super bien, hein, c'était bien, là, oui. Oh, ben, il était gentil, le parachute, là, hein, oh, oui, il était venu à la maison, puis tout ça, et puis, très bien. Dans notre fête, au début de la guerre, je me trouvais à Argos chez mes grands-parents, et après je suis revenue chez mes parents. Et il habitait à la butte, à Montjoie-Saint-Martin, et leur champ était autour, ils longeaient le bois pour aller chercher les bêtes. Et on voyait toujours un homme avec un petit tablier, et il avait quelque chose dessous sûrement. Et il parlait aux avions. Les avions se baissaient et tout, on voyait bien qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et alors il passait à la maison et mon père lui donnait un coup de cide. Il essayait de savoir quelque chose, mais il ne disait pas trop. Et un beau jour seulement, qui nous a dit le débarquement n'est pas pour... est tout proche maintenant. Et de fait, il est sorti, ça s'est fait comme ça aussi. Mais il y avait longtemps qu'on voyait cet homme-là toujours rôder dans les bois et il parlait aux avions. On se demandait pourquoi. Ça nous faisait même peur parce qu'on disait à qui qu'on a affaire. Oh ben nous, quand on a vu les Américains venir, donc, de l'Arcoire à Saint-Jean, eh bien, on était heureux parce que c'était comme la libération. Hein. Oh là là, faut voir, on était contents. Ben, tout le village était content, tout le monde était sur le bord de route. Et ils nous jetaient des petits chocolats, tout ça. Oh là 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 là. Ben, on était ravis, vous savez. Hein. On dit ça y est, hein. On n'a plus les Allemands, c'est super. Ben voilà, j'avais une grande amie qui habitait près de chez nous, enfin, oui, et avec laquelle elle était de 1920. Moi, je suis de 1919, vous voyez. Alors, on avait 6 mois de différence. Et pour mon anniversaire, elle m'avait apporté une magnifique gerbe de glaïeul. Elle me dit, c'est pas la peine que tu la mettes dans l'eau, parce que demain, tu la donneras à des Américains qui vont passer. Ils venaient d'Avranches, à pied. Enfin, ceux-là étaient en voiture, il y avait plusieurs sortes de camions, je ne sais plus comment, américains, ou c'était, je ne sais plus trop, c'était pas une grosse voiture, mais enfin, ils étaient 2 dans cette voiture-là. Et quand j'ai entendu, parce que on entend quand même, et je me suis précipitée avec mon bouquet, je suis arrivée juste au moment, en traversant la route, pour leur donner mon bouquet. Ils m'ont remercié, ils m'ont dit merci en français. Et excuse-moi, je ne sais pas trop, mais il fallait qu'ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter. Ils ont pris le bouquet, ils l'ont mis devant et ils sont partis sur Saint-James. Et au centre de Saint-James. Et au centre de Saint-James, ça avait été su et tout le monde les attendait. Il y avait un bijoutier juste à l'angle là, et il y avait 2 personnes qui attendaient que les Américains passent justement, pour les applaudir et tout. Oh, mais il n'y avait plus de 2 personnes parce qu'il y en avait je ne sais combien. Et puis il y a un char allemand qui est venu de je ne sais où et qui a tiré. Et cette personne-là était blessée à la jambe. C'était Madame Blouet ou Madame Lemonnier, enfin des personnes déjà pas âgées, mais enfin d'un certain âge, quoi, qui avaient quand même une 50aine d'années, mais sans gravité.
On les a aussitôt emmenées, elles ont été à la jambe, et puis le lendemain, enfin 12 jours plus tard, elles pouvaient marcher, quoi, c'était pas grave. Mais alors, on n'a jamais su quel était ce char allemand qui était venu d'on ne sait où. Au milieu du convoi, oui, pour barrer le convoi américain. Et aussitôt, il est parti parce que les gens sont mis à crier, je sais pas quoi exactement. Et il est parti aussitôt. Et il n'y a pas que ces 2 personnes-là qui ont été blessées aux jambes. Parce que le camion américain, pas américain, allemand, avait tiré là. Mais ils ont été blessés aux jambes, mais sans gravité, quoi. Je me souviens, puis on voyait bien que ça passait, puis nous voilà, tout le monde arrivait avec les Américains, avec des bouquets de fleurs qu'on donnait aux Américains, et puis les Américains qui nous jetaient. C'est eux qui ont inventé, pas inventé, mais apporté le chewing-gum par ici, c'est eux qui ont apporté le chewing-gum. Et le lendemain, le voisin, le copain là, qui est plus âgé que moi, il prenait de la liqueur à sa mère, il portait des bouteilles de liqueur, et il revenait avec des cartouches de cigarettes, des Balto. À cette époque-là, c'était la Balto. Je ne sais pas si ça existe toujours, la cigarette Balto. Si c'est de la cigarette américaine, comme la Camel ou quelque chose comme ça, je me souviens de ça. Je les vois encore dans notre champ, je les vois encore. Ça, c'est quelque chose, je les vois devant moi. Ouais, toujours. À l'époque de la Libération, on habitait au Petit Poncet. Bon, ben, tous les gens, c'était un peu la panique, les gens disaient on va te bombarder, les gens foutaient le camp le soir. Bon, il y avait, pas loin de chez nous, il y avait un chemin, un sentier, un chemin creux, il y avait du monde qui venait là-dedans, se planquer. Pour leur dire du tout, parce qu'il n'y a jamais eu de bombardement Saint-Gall. Mais bon, le soir, souvent, ils entendaient les avions qui passaient, qui allaient bombarder. Disons, Fougères avait été bombardé quand même, et ailleurs, bien ailleurs. Et les gens, quand ils passaient, ils disaient, oh, ça va être pour nous, ça va être pour nous. Ça filait. Moi, je me souviens, moi j'étais jeune à ce moment-là, je dormais. Ma mère m'engueulait parce que je dormais, je l'entendais pour les avions. À cette époque-là, j'habitais à Carnet, à la Patrie, et je me souviens très bien de voir les Allemands arriver et stationner dans la ferme, pas que chez nous, chez des voisins, mais qui étaient très, très corrects et très gentils avec nous, enfants. Je vois même un Allemand prendre ma petite sœur dans ses bras. Là, je la vois. Bon, par ailleurs... Bon, c'était en 1944, ça. Quelques jours après, les Américains ont arrivé. Ils ont bombardé Avranches et Mortain et Saint-Hilaire, toutes ces grandes villes-là. Quelques jours après, la division Leclerc est arrivée sur Saint-Jean. Mais je me souviens très bien que les Américains passaient ici, sur la route où on habite maintenant. Et on les voyait, des convois énormes, des convois. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, eh bien, il y avait des véhicules américains par tous les champs, dans tous les, oui, toutes les pièces de terre et cette journée, la journée qui se sont arrivés, il a passé 17 Allemands chez nous, qui étaient en débandade, si vous voulez, qui était complètement altéré. Ma mère avait préparé de la salade à cette époque-là, il n'y avait pas de soreuse comme maintenant, elle avait préparé de la salade, le chef des Allemands, il a demandé à boire de l'eau. Il a bu de l'eau, ma mère lui a bien sûr donné autre que de l'eau de la salade, mais enfin, et le chef est arrivé dans la maison. À cette époque-là, vous n'avez pas connu ça, vous, mais le porc, quand on tuait le cochon, il y avait des quartiers qui étaient pendus au plancher, et le chef, il a demandé à ma mère de couper un bout de... Ma mère lui a fait signe non, parce que en montrant 3 enfants et mon grand-père, qu'elle avait des bouches à nourrir, et très correct.
et ils n'ont pas pris rien, ils n'ont pas fait rien. Et ces Allemands-là, on a appris quelques jours après qu'ils avaient été tués à Kogl. 17 Allemands. Je les vois encore passer. Je les vois encore passer. Le 6 août 44. Là, si dans mes souvenirs, on était, la ferme de mes parents était située, il y avait un chemin de 100 mètres à peu près, et on montait à la route pour les voir passer. Et on était ébahis de voir les jeeps, on ne connaissait pas tout ça, et les chars, c'était tout nouveau pour nous. Des soldats qui ont été tués quand l'armée Leclerc est passée par là, c'était l'armée Leclerc, ça, hein, la deuxième DB. Oui. Et alors quand ces gens-là sont arrivés pour... c'était l'avancée, et il y avait des soldats allemands qui étaient restés aussi un petit peu désemparés, mais malgré tout, ils avaient quand même leur fusil. Et puis quand il y avait quelqu'un qui se présentait, qui était, comme c'est lui ou moi, il tirait, et puis alors il y avait deux soldats tués, donc là, dans un village, Le Bourget, à Saint-Aubin, et bon, ces soldats-là sont toujours restés à Saint-Aubin, au cimetière. Ils ont été plus ou moins honorés, c'est d'ailleurs ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais. Ils ont été honorés parce que moi je trouvais que c'était des gars qui avaient donné leur vie pour nous. Bon, c'était peut-être un hommage à la deuxième DB aussi qu'on faisait en même temps, hein, parce qu'il y en a eu d'autres ailleurs qui sont... Mais ceux-là, c'était des étrangers, puisqu'ils étaient maghrébins, donc ils n'étaient pas tellement dans la guerre à l'époque. Ils ont été embauchés, ils se sont engagés dans l'armée française. Je suis rentré au cimetière américain au mois de mars 1948. C'était géré par la JRC, je pense que c'était un organisme de l'armée. Et il y avait deux soldats américains qui étaient là, un sergent, et l'autre, je pense qu'il était originaire des îles Hawaï. Et ils ont été là tout le temps que c'était sous la GRC. Et quand les corps ont été enterrés, je pense que le plus gros des travaux a été terminé, c'est passé sous l'égide de l'ABMC, un organisme qui gère tous les cimetières en Europe. J'ai travaillé pendant plus de 36 ans et 6 mois environ. J'ai quitté en septembre 1984. Le cimetière, il y a 4408 quoi, mais dans quelques endroits, il y a deux inconnus qui sont enterrés ensemble. Et je ne sais pas le nom, combien exactement, mais je sais que dans quelques endroits, dans deux endroits, je crois, il y a deux inconnus qui sont enterrés ensemble. Alors, c'est marqué inconnu sur la croix. Et les tombes il y a des étoiles, l'étoile de David, ce sont des Israélites. Le mur, c'est le mur des disparus. Sur le mur, c'est des personnes qui n'ont jamais été retrouvées. C'est des disparus. Il y en a 498, je crois. La chapelle a été construite un petit peu après que les corps étaient enterrés quand même. C'était l'entreprise Coutan, je crois, qui a fait ça. Mais c'était fait par des maçons de la région. Et la pierre, elle a été, je pense que c'était dans la région de Dinan, un grand, ou l'Anglais plutôt, l'Anglais. Alors, et toutes les pierres de façade, elles étaient toutes numérotées. Il y avait juste les posettes selon le numéro. Et à ce moment-là, il y avait un ingénieur qui était là, un ingénieur italien. Il était venu déjà d'abord pour, quand les coins en marbre sont arrivés, pour contrôler les coins, parce qu'à chaque fois, ils arrivaient dans des caisses, et puis ils regardaient s'il n'y avait pas un défaut, parce que c'était possible aussi. Alors, pratiquement il n'y en avait pas, mais enfin, il y en a eu quelques-unes qui étaient refusées quand même. Et ils sont revenus après. Et l'ingénieur, il était resté au moment de la construction de la chapelle. Et pendant les travaux, il y avait eu un ingénieur américain
au moment de l'enterrement, enfin avant que les corps ne soient enterrés, et qui contrôlait. Il y avait un ingénieur et il avait un assistant. Bon ben, la journée type en été, c'était surtout la tonte. La tonte, couper au pied des coies, découper les bordures, nettoyer les allées. Alors, en hiver, il y avait le compost, parce qu'à cette époque-là, il était fait du compost. Alors, acheter du fumier, chercher le fumier dans les fermes, le mélanger avec le gazon et la feuille qui était stockée sur une plateforme. Ça passait beaucoup de temps. Et il fallait passer ça au broyeur 2 ou 3 fois par couple de fois, de manière que ça se consomme bien. Et puis au mois de février, les pendre sur les pelouses. Surtout le travail de l'hiver, bon, tailler les arbres aussi. Et maintenant, c'est une entreprise qui fait ça. Je m'appelle Alain Roquefort. Je travaille au cimetière américain depuis 26 ans. Ma qualification, c'est la peinture. Je repeins tout ce qui est les bâtiments, les lettres de la chapelle, une rue disparue. Je fais des feuilles d'or. Je suis autrement horticole au cimetière depuis 26 ans. Comment je pourrais vous dire, c'est un travail avec toute une équipe. On est 11 personnes. On a 2 patrons américains et on a un grand chef horticole à l'ambassade américaine. Et on a des fonctions. On doit entretenir le cimetière. Vis-à-vis du cimetière, il y a 4410 tombes. Et là, on doit les entretenir, on doit les laver assez souvent, les croix, leur mettre des produits d'entretien pour qu'ils restent blanches. Autrement, tout le monde a un rôle au cimetière, ils ont une qualification. Il y a un maçon, il y a, comme moi, un peintre, il y a un mécano et des horticoles. Et toute l'année, on a un travail à faire. Principalement, c'est beaucoup de tonte et d'entretien des arbres. Il y a 6 km de haies à tailler. Il y a 500 arbres. La superficie du cimetière, c'est 12 hectares. Avant, il y avait 6000 rosiers. Et on a diminué les rosiers parce qu'ils veulent que le cimetière vienne comme il était en 55. Par rapport à ça, on a du travail toute l'année. Il y a des cérémonies, il y a une fête qui s'appelle le Memorial Day, c'est la fête, c'est le souvenir des soldats américains qui sont morts. Ça se passe toujours le dernier week-end de mai. Ça représente un petit peu, pour nous, c'est une grande cérémonie parce que il y a des gens de l'ambassade qui descendent, il y a le consulat de Rennes qui vient, le consulat américain, et tous les représentants du canton de Saint-Jean aussi, plus le sous-préfet et d'autres personnalités. Et là, on doit être au top. On doit partir début mai, fin avril, début mai, il faut que le cimetière soit nickel. Alors c'est notre rôle principal, c'est que tout soit bien propre et qu'on soit fier de ce cimetière-là.